cette conférence. Alors, on va traiter de l'illusion de la gestion du risque. Le titre est volontairement un petit peu provocateur, mais l'idée, c'est de voir finalement quelles vont être toutes les limites que l'on peut avoir dans une gestion des risques. Alors, attendez, j'arrive pas à passer. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va faire quelques rappels théoriques, voir quels sont les acteurs dans une entité qui s'occupe des risques, voir quels sont les niveaux de défense dans une structure, les différentes puissances en fonction des types de contrôle et la classification des risques, de façon à ce qu'on ait tous un peu le même vernis, parce que je ne connais pas le parcours et le background de chacun d'entre vous. Donc, l'idée, c'est de faire des rappels théoriques de façon à ce qu'on ait tous le même niveau. Et ensuite, on va voir quelques limites à cette gestion des risques qui peuvent donner l'illusion qu'on les gère correctement alors que pas forcément. Donc, je les ai classés en plusieurs parties. Il y a les limites structurelles de l'organisation, il y a la prise en compte de l'impact, il y a la gestion de projet sur la gestion des risques, il y a aussi les limites de notre connaissance et après, il y a tout un tas de biais cognitifs qui altèrent notre appétence au risque. Alors, dans un premier temps, les rappels théoriques. Alors, il y a une multitude d'acteurs qui interviennent dans la gestion des risques, à la fois à l'intérieur de l'entreprise, donc on peut notamment citer l'audit interne, le contrôle interne, le risk manager, le compliance officer, le responsable de la sécurité des systèmes d'information ou le responsable qualité. Il y en a d'autres, je suis désolé de ne pas avoir nommé tout le monde. Et en externe, on a les commissaires aux comptes ainsi que d'autres organismes de contrôle peuvent intervenir. On peut avoir l'URSSAF, on peut avoir plein d'éléments. On peut avoir la sûreté nucléaire, c'est en fonction du domaine dans lequel on travaille. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur les aspects audit interne, contrôle interne, risk management et commissariat aux comptes. Il faut savoir que les risques qui ne sont pas liés aux risques financiers, ce qu'on va voir aujourd'hui est extrapolable. Alors, si je fais un petit focus sur quelques acteurs, donc le premier acteur qui est un acteur externe, c'est le commissaire aux comptes. Lui, son rôle est de vérifier et de certifier que les comptes publiés par une société sont non seulement conformes aux normes légales, mais surtout qui reflètent une image sincère et fidèle de la situation financière de la société. Le client du commissaire aux comptes, c'est en général l'actionnaire en premier lieu, c'est-à-dire que l'actionnaire a besoin d'avoir la certitude que les comptes qu'on lui soumet reflètent bien la réalité. Alors, en acteur interne, j'en ai cité que 3, parce que je pense que ce sont les 3 principaux, désolé pour les autres. Mais en tout cas, on a le risk manager. Donc lui, son rôle, c'est d'identifier l'ensemble des risques qui peuvent affecter une entreprise. Ensuite, vous avez le contrôle interne qui définit les contrôles à mettre en place au sein des processus afin de limiter l'exposition aux risques qui sont définis par le risk manager. Il effectue aussi des contrôles permanents centralisés. Et puis, vous avez l'audit interne qui, lui, va tester le niveau de contrôle interne de l'entité qu'il va auditer. Alors, il va le tester sur deux aspects, les contrôles mis en place. Il va tester la conception du contrôle, le design du contrôle, c'est-à-dire est-ce que le contrôle couvre bien mon risque dans sa conception. Donc, à titre d'exemple, si je prends un risque des ressources humaines, est-ce que le contrôle qui est mis en place me permet de couvrir toute la population, uniquement les CDI et les CDD? Qu'est-ce que je fais des stagiaires? Une question peut se poser aussi éventuellement sur des prestataires de services qui sont plutôt considérés comme des achats, mais ils peuvent avoir quand même une implication au niveau RH. Donc ça, c'est la première étape, c'est de tester le design du contrôle. Et ensuite, l'audit interne va aussi tester l'efficacité du contrôle, c'est-à-dire est-ce qu'il est correctement opéré par la structure. Les 3 niveaux de défense que certains d'entre vous connaissent probablement. Donc, le premier niveau de défense d'une entité, ce sont les contrôles permanents opérationnels qui sont effectués par les acteurs du terrain. Donc là, c'est finalement tous les contrôles que font les opérationnels dans leurs tâches quotidiennes. Ensuite, vous avez le deuxième niveau qui concentre tous les contrôles permanents centralisés. Donc, dedans, vous avez tous les contrôles qui sont opérés par le management. Vous avez aussi tous les contrôles qui sont opérés par le contrôle interne. On peut penser notamment à la lutte contre le blanchiment.
Vous avez tous les contrôles qui sont faits par le RSSI, donc le responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui peut faire par exemple des tests d'intrusion. Et au-dessus de tout ça, vous avez les contrôles périodiques qui sont effectués par les auditeurs internes et les auditeurs externes et qui viennent finalement contrôler si les contrôles permanents, opérationnels et centralisés sont correctement opérés. Voilà, ce sont les 3 niveaux de défense qu'il y a dans une entreprise. Alors, ensuite, en fonction des contrôles qui sont mis en place, leur puissance diffère. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez classer les contrôles en plusieurs catégories. Donc, vous avez les contrôles détectifs versus les contrôles préventifs. Un contrôle préventif est plus puissant qu'un contrôle détectif car il empêche le risque de survenir, alors que le contrôle détectif n'intervient qu'après. De même, un contrôle automatique est plus puissant qu'un contrôle manuel, car l'erreur humaine n'intervient pas, et il permet de contrôler de manière exhaustive tous les événements, alors qu'un contrôle manuel, de temps en temps, même assez souvent, est fait par échantillonnage en fonction de la volumétrie à traiter. Donc là, on comprend bien que la tendance qu'il faut essayer d'avoir, c'est d'aller vers des contrôles préventifs et automatiques et d'essayer d'éviter au maximum les contrôles détectifs et manuels. La classification des risques, alors on a coutume de classer les risques en 3 ou 4 niveaux, on va dire risque élevé, risque moyen, risque faible. Comment est-ce qu'on détermine finalement la gravité d'un risque? On se base sur la sévérité de l'impact et sur la probabilité que le risque ait lieu. Donc, si un risque a un impact fort et une probabilité élevée, à ce moment-là, on va considérer que le risque est élevé. A contrario, plus le risque va être plus l'impact va être faible et plus la probabilité va être faible, plus le risque va être faible. Ce qui est important de comprendre là-dessus, c'est que ça permet quand même d'avoir une notion de gravité et lors d'un audit, il est important d'adapter la taille de l'échantillon que l'on va tester à la gravité du risque ainsi qu'à la périodicité du contrôle afin d'optimiser l'effort d'audit. Là, je vous ai mis un petit tableau avec, bon, alors là, on a 4 niveaux de criticité. Un peu les tailles d'échantillons, enfin comment est-ce qu'on pourrait sélectionner des tailles d'échantillons en fonction de la périodicité du contrôle. Et on voit bien que plus le risque est critique, plus on doit prendre une taille d'échantillon importante de façon à optimiser l'effort d'audit. Alors là-dessus, 2 remarques. La première, c'est que les contrôles automatiques, il suffit de le tester une fois. Il faut bien le tester, mais un seul test suffit. Et l'autre aspect qui n'est pas mentionné là, c'est tous les contrôles qui sont effectués finalement lorsque l'occurrence intervient. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, lorsqu'un risque, un contrôle qui est effectué lors d'un recrutement, en fait, les recrutements ne sont pas faits de façon périodique. Et donc, finalement, comment est-ce que j'évalue la taille de mon échantillon pour les contrôles faits lors des recrutements? Il faut que je regarde le nombre de recrutements qui sont faits sur l'année et que je le rapproche le plus possible de la périodicité théorique. Donc, ça veut dire que si j'ai effectué 10 recrutements dans l'année, je vais me rapprocher plutôt d'un contrôle mensuel. En revanche, si j'ai embauché 400 personnes, on se rapproche plutôt d'un contrôle quotidien. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu les grandes bases, on va essayer de voir quelles sont les différentes limites que l'on peut avoir dans la gestion du risque. Et ces limites nous amènent de temps en temps l'illusion que l'on gère correctement nos risques. Alors, les premières limites sont des limites structurelles, c'est-à-dire que c'est notamment l'implication du top management. Donc, il faut se poser la question de quel est le rattachement hiérarchique des intervenants. Donc, théoriquement, un directeur de l'audit interne doit reporter directement au PDG d'une structure. À défaut, il doit reporter à un membre du comité de direction ayant une fibre pour les problématiques d'audit. Alors, couramment, en général, c'est plutôt au directeur financier, quand ce n'est pas le PDG, mais on pourrait très bien envisager que le directeur de l'audit interne reporte au directeur informatique, parce que les directeurs financiers et les directeurs informatiques sont, en général, dans les membres des comités de direction, ceux qui ont le plus de sensibilité au risque. D'autre part, le top management dans une structure, c'est lui qui définit les valeurs de l'entreprise. Il a valeur d'exemple. Et je vais vous donner 2 exemples que j'ai vécus. Alors évidemment, je ne dirai pas chez qui, mais où le manque d'implication du top management laisse penser
que la culture du contrôle, que la culture de l'audit, que la culture de gestion du risque n'est pas bien développée. Donc, une fois, j'ai entendu un directeur d'une business unit d'un grand groupe dire « Vous, les auditeurs, vous êtes des freins au business ». Donc, on a très bien compris qu'à ce moment-là, la notion de contrôle et de supervision la supervision était faite finalement que d'un point de vue commercial et pas du tout sur l'aspect risque. Un autre exemple que j'ai vécu, c'était le directeur de l'audit interne d'un grand groupe à propos d'une fraude de 8 000 € dans une filiale. Si la fraude ne porte que sur 8 000 €, c'est qu'on ne peut pas frauder plus. Notre niveau de contrôle interne est donc satisfaisant compte tenu de notre chiffre d'affaires sur cette filiale. Alors évidemment, ce directeur de l'audit interne était en plein déni. Alors on voit de moins en moins de réticence à l'audit, de réticence au contrôle, de réticence à la gestion des risques, parce que ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Là où il y a encore finalement pas mal de résistance, c'est dans les directions commerciales, parce que c'est vrai, mine de rien, le directeur de la business unit qui dit que nous, les auditeurs, on est un frein au business, c'est quand même en partie vrai. Sauf que le jour où il y a un problème, le risque survient et après, il faut faire face à ses conséquences. Et donc, je dirais qu'on retrouve plutôt ce type de comportement sur les directeurs, dans les directions commerciales ou sur des gens qui sont un peu proches de la retraite. Alors, c'est pas systématique, hein, mais c'est un peu là où on le retrouve parce qu'ils n'ont pas eu la culture depuis qu'ils ont commencé à travailler. Une autre des limites structurelles, c'est le dimensionnement des équipes. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est finalement, est-ce que tous les départements liés à la maîtrise des risques existent dans la structure? Donc, est-ce que j'ai bien un risk manager? Est-ce que j'ai bien un département de contrôle interne? Est-ce que j'ai bien un département d'audit interne? Ou est-ce que tout ça est regroupé sous la même étiquette? Il faut aussi se poser la question de savoir si ces départements sont correctement dimensionnés en termes d'ETP. Donc là, vous voyez un graphique que j'ai pris sur le site de l'IFACI qui indiquait pour l'année 2009, finalement, le nombre d'auditeurs internes moyens pour 1000 salariés. Et on voit qu'en fonction du secteur d'activité, le nombre d'auditeurs n'est pas du tout le même. Alors là, je vous invite à regarder finalement dans votre structure combien vous avez en termes de dimensionnement l'équipe de l'audit interne et voir si vous êtes au-dessus ou en dessous de cette moyenne. Il est clair que si vous êtes en dessous de cette moyenne, vous êtes clairement sous-dimensionné. De même, quel est le profil des auditeurs? Alors, ce sujet-là se pose plus, à mon avis, pour l'audit interne que pour l'audit externe, parce que le périmètre de l'audit interne est un peu plus large que le périmètre de l'audit externe. L'audit externe se concentrant essentiellement sur les comptes, alors que l'audit interne doit se contrôler aussi, doit se positionner aussi par rapport aux processus à l'intérieur de l'entreprise qui n'ont pas forcément un impact directement comptable. En fonction du domaine où vous êtes, si vous êtes dans un domaine qui est extrêmement réglementé, pour les équipes d'audit interne, moi, je recommande des équipes mixtes, c'est-à-dire à la fois des gens qui viennent des cabinets d'audit, parce qu'ils ont une méthodologie à apporter qui est très intéressante, mais aussi avoir dans vos équipes des experts métiers qui, justement, connaissent tout l'aspect réglementaire. Alors, ce que ne fait pas apparaître ce graphique, c'est aussi la répartition des ressources entre finalement les auditeurs financiers, les auditeurs opérationnels et les auditeurs informatiques. Alors, moi, quand j'ai commencé, je dirais que les auditeurs informatiques devaient représenter environ 10% des auditeurs. Je pense, alors je vous dis c'est des chiffres un peu au doigt mouillé, mais je pense qu'on ne doit pas en être bien loin. Aujourd'hui, on doit se situer, à mon avis, à 20 ou 30%. Et à terme, d'ici quelques années, on sera, à mon avis, aux 50% parce que tous les processus de l'entreprise sont supportés par l'informatique. Donc, c'est important de se poser ces questions-là. On parle bien d'équivalent temps plein, c'est-à-dire que tout ou partie de la fonction de l'audit interne, pardon, excusez-moi, peut être externalisé. Alors, moi, je ne suis pas un fanat de l'externalisation à outrance, mais sur certaines tâches qui peuvent être ponctuelles et qui peuvent demander une expertise très précise, on n'est pas obligé d'avoir la ressource en interne et on peut faire appel à un cabinet d'audit ou de conseil. Je pense notamment à tout ce qui est audit fraude.
de fraude parce que les structures ne font pas l'objet de fraude forcément de façon récurrente et ça demande certaines expertises qui sont assez difficiles à trouver. Et donc, en général, je dirais que les experts fraude, les équipes de l'audit interne, ils font plutôt appel sous forme de prestations. Mais ce dimensionnement des équipes est extrêmement important. C'est-à-dire que si vous avez un groupe de plusieurs dizaines de milliers de salariés avec un chiffre d'affaires qui se compte en milliards et que vous n'avez que 3 ou 4 auditeurs internes, vous avez beau avoir tous les départements, vous êtes clairement sous-dimensionné par rapport pour votre gestion des risques. Alors, dans les limites structurelles, il y a une erreur, à mon avis, que l'on trouve très souvent, c'est l'accumulation de validation pour une tâche. Donc, la règle qui est couramment définie, c'est plus les montants engagés sont importants, plus on multiplie le nombre de valideurs. Donc, l'exemple dans un processus achat, c'est de 0 à 100 euros, l'acheteur dans une entité peut engager seul l'achat. De 100 à 1000 euros, il a besoin de la validation de son directeur des achats. À noter que c'est mieux si ça passe par des workflows plutôt que par des signatures en bas de page. De 1000 à 10 000 euros, l'achat va nécessiter la validation du directeur de l'entité. De 10 000 à 100 000, on peut très bien envisager une validation de la part d'un directeur des achats du groupe. Et au-delà de 100 000 euros, l'achat doit être validé par le PDG du groupe. C'est quelque chose qu'on voit assez. Alors, les seuils que j'ai mis, ce sont des seuils d'exemple. Hein. Mais c'est pour bien comprendre la mécanique. Et en fait, le défaut de cette structuration en cascade, c'est que dans la pratique, le valideur N fait confiance au valideur N-1 et il valide donc automatiquement. C'est-à-dire que moi, si mon N-1 a validé, je regarde en diagonale et je valide. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu aussi. C'était un comptable qui a mis au rebut une immobilisation qui venait d'être mise en service. C'était une chaîne de production industrielle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Bon, il l'a mise au rebut, je crois, une semaine après sa mise en service. Ça a été validé par son chef, ça a été validé par le directeur de l'usine, ça a été validé par le directeur industriel, et ça a même été validé par le directeur comptable et le directeur industriel du groupe, qui était à plus de 10 000 km de là, et qui avait probablement jamais mis les pieds dans cette usine, qui ne savait absolument pas de quoi ça parle, mais ils ont quand même validé. Alors, l'erreur a été corrigée, donc elle était sans conséquence. Mais moi, ce que je préconise plutôt, c'est une approche finalement où effectivement le N+1 de l'acheteur valide directement, et ensuite on passe directement au niveau de validation le plus élevé, au niveau adéquat. De façon à responsabiliser chacune des validations qui sont faites dans le groupe. En plus, ça va quand même alléger toutes les tâches intermédiaires, parce que quand on parle d'accumulation de validation, il y a à la fois cette accumulation de strates, mais il faut bien comprendre aussi que si dans vos processus, un salarié se retrouve avec 30 ou 40 validations par jour, vous avez à peu près la certitude que sa validation, elle est juste automatique et qu'il n'effectue pas les contrôles nécessaires. Donc, c'est important dans un processus, que ce soit un processus achat, un processus comptable, hein, j'ai pris un processus d'achat à titre d'exemple, mais c'est quand même très important de comprendre que ces validations peuvent donner l'illusion, à force d'accumuler les strates, que l'on contrôle nos achats et ainsi de suite, alors que en réalité, le réflexe humain fait qu'on on valide parce que celui d'en dessous a validé et qu'on n'a pas forcément envie de s'embêter parce qu'on a autre chose à faire. Un autre aspect qui est important et qui pose problème dans la gestion des risques, c'est l'analyse d'impact. Donc, on a vu au tout début que pour définir la gravité d'un risque, ça dépendait à la fois de sa probabilité et de son impact. Et intuitivement, l'impact est évalué en fonction des montants engagés. Donc, je perds de la marchandise, mon préjudice correspond à la valeur des marchandises perdues. Ce n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que si je prends le cas de l'industrie agroalimentaire, si certains lots sont contaminés, eh bien à ce moment-là, l'entreprise doit non seulement faire face à la perte financière liée au retour de ces lots, mais quel est l'impact sur les ventes de ces autres produits? En fait, le risque lié à la qualité génère un risque de réputation dont l'impact peut être beaucoup plus important que le montant mis directement en cause.
Vous avez le même sujet dans l'industrie pétrolière. À titre d'exemple, si un pétrolier s'échoue, l'entreprise perd à la fois la cargaison et le bateau, mais il faut prendre en compte aussi les éventuelles sanctions et les coûts de nettoyage du littoral. Donc finalement, déterminer quel est l'impact d'un risque lorsqu'il survient, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors la méthode, à mon avis, la plus valable, c'est d'une part de voir dans le passé, dans la structure, quels ont été les impacts de risques similaires et éventuellement de benchmarker avec des entreprises concurrentes, mais du même secteur, pour comprendre finalement quels sont les impacts réels liés à un risque. De même, alors on avait vu ce graphique-là au début, et moi je ne suis pas complètement à l'aise avec ce graphique, même si pendant longtemps il m'a paru tout à fait cohérent. En y réfléchissant un petit peu, on attribue la même criticité à un risque peu probable mais sévère, qu'à un risque très probable mais avec un impact limité. Et donc là, moi, ce qui me gêne, c'est que finalement, l'impact, s'il est très élevé, mais que la probabilité est très faible, on va considérer que ce n'est que sur un risque médium. Mais ce qui compte en réalité, c'est l'impact. Donc moi, je suis plutôt pour avoir une représentation de ce type, qui consiste à dire que je définis au départ l'impact de mon risque, et en fonction de sa probabilité, j'augmente cet impact. Mais pour moi, un risque qui est très peu probable, mais avec un impact très important, on ne peut pas le considérer comme un risque médium. Alors, on peut ne pas être d'accord avec toutes les cases que j'ai mis, mais à mon avis, toute la colonne de droite doit être au moins rouge. Voilà. C'est le fameux le pire n'est pas certain, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait s'il arrive? Et là-dessus, je trouve que le premier diagramme donne une approche erronée sur l'appréciation de l'impact du risque. Finalement, pour mieux comprendre l'impact d'un risque, je préfère ce petit dessin où on a un petit bonhomme qui est face à un trou. L'impact est défini par la profondeur du trou et la probabilité par la longueur de ce trou. On se rend bien compte sur ce dessin que finalement, peu importe la largeur du trou, ce qui compte, c'est l'impact, c'est-à-dire la profondeur de ce trou. Je trouve que c'est plus parlant finalement que les représentations qu'on a vues précédemment. Moi, j'attache beaucoup d'importance vraiment à l'impact plus qu'à la probabilité. Alors, ensuite, une des limites et qui peut donner l'illusion qu'on gère correctement nos risques, c'est lorsqu'on met en place une gestion des risques. En général, ça s'effectue en mode projet. Et là, il faut se poser quand même plusieurs questions. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin du projet? Alors, la gestion des risques n'est pas un projet avec une fin, c'est-à-dire que c'est un processus itératif qui doit être constamment revu, au moins de façon annuelle. C'est-à-dire de façon annuelle, je dois mettre à jour ma cartographie des risques, mettre à jour les contrôles que j'ai en face. Et là où on s'aperçoit que finalement, ce processus itératif n'est pas respecté, c'est qu'on retrouve parfois ou souvent, ça dépend des entreprises, des procédures qui sont complètement obsolètes car elles n'ont pas été mises à jour. Donc, elle parle de process qui n'existent plus, elle parle d'applications qui ne sont plus utilisées et qui ont été remplacées, et pour autant, tout ce tout ce recueil de procédures est complètement obsolète. Donc là, vous avez un signe comme quoi finalement, on a bien mis en place une gestion des risques à un moment donné, mais que cette politique de gestion des risques n'est pas suivie dans le temps. D'autre part, comment est-ce qu'on mesure l'avancement de ce projet? Alors, on a vu tout à l'heure qu'un contrôle automatique était plus puissant qu'un contrôle manuel, mais il est surtout beaucoup plus long à mettre en œuvre, car il nécessite des développements informatiques, là où un contrôle manuel ne requiert souvent qu'une signature en bas d'un document. Et comme tout projet, le management met une forme de pression sur le déploiement de ce projet. Et donc, finalement, cette pression qui est mise par le management peut pousser à implémenter des contrôles moins puissants, mais plus facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on va à ce moment-là s'orienter vers le facile à faire, et donc on va mettre en place des contrôles manuels plutôt que des contrôles automatiques. Le contrôle automatique demande la collaboration du service informatique, des opérationnels, ça demande l'implication de beaucoup plus de personnes, et ce délai
peut mettre entre guillemets en péril le projet, ou en tout cas la perception qu'a le management de l'avancement du projet de maîtrise des risques dans l'entreprise. D'autre part, on peut se poser la question aussi de comment est-ce qu'on va prioriser les contrôles à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'afin de montrer que le projet avance, les acteurs peuvent avoir une tendance à chercher les quick wins. Alors là, je vais vous donner un exemple fictif, mais imaginons que dans une structure, j'ai identifié 100 risques, donc 20 risques majeurs, 30 risques médiums et 50 risques faibles. On va partir du principe, pour l'exemple, qu'un risque majeur mobilise 10 jours en équivalent temps plein, qu'un risque médium mobilise 5 jours en équivalent temps plein et qu'un risque faible mobilise une journée d'équivalent temps plein. Donc au total, je vais avoir ce projet, théoriquement, va me coûter 400 jours en équivalent temps plein. Si je fais appel à 2 cabinets pour m'accompagner, parce que je n'ai pas les ressources en interne, le premier cabinet va choisir un premier scénario et le deuxième va choisir un deuxième scénario. Les 2 cabinets me proposent de mettre 10 équivalents temps plein sur le projet. Et la première équipe va se concentrer sur les risques élevés, puis ensuite les risques médiums et ensuite les risques faibles. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une priorisation par la gravité du risque. L'équipe 2, elle va faire une priorisation par la facilité de mise en œuvre des contrôles. C'est-à-dire qu'elle va d'abord se concentrer sur les risques faibles, ensuite sur les risques médiums et sur les risques élevés. Qu'est-ce qu'on va observer en termes de restitution? On va observer que le pourcentage de couverture, donc le pourcentage d'avancement du projet, est supérieur pour l'équipe qui va prioriser non pas par la gravité, mais par la facilité de mise en œuvre. Donc, ça se traduit dans les 2 courbes en dessous. Finalement, on voit bien que le scénario 1 couvre moins de risques en pourcentage que le scénario 2. C'est là où il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'on veut des quick wins, qui est très répandu dans la gestion de projet, versus des important wins. Au final, on va arriver au même résultat. Mais là, j'ai pris un exemple sur 8 semaines. Ça, en général, ce sont des projets qui mettent quand même beaucoup plus de temps que ça. Et donc, pendant le délai du projet, est-ce que finalement je veux couvrir tout un tas de risques rapidement, même si je n'ai pas une grosse exposition au risque, ou est-ce que je veux d'abord couvrir ces risques importants? Alors, c'est un exemple qui est un petit peu caricatural, mais c'était pour bien comprendre, parce que évidemment, il faut pondérer le temps de mise en œuvre d'un contrôle. Il n'est pas prédéfini par la criticité du risque. Mais c'est l'idée générale de se dire, est-ce que je veux vraiment des quick wins ou est-ce que je veux en priorité des important wins? Et je pense que souvent, on a tendance, pour faire plaisir au management, à rechercher les quick wins. Et il est important, dès le début du projet, d'expliquer qu'on va d'abord chercher à couvrir les risques les plus impactants. Alors ensuite, il y a toutes les limites de notre connaissance. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est que les règles qui sont communément admises ne sont pas forcément idéales. Je vais prendre l'exemple de la complexité des mots de passe. Alors, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec, avec ces propos, mais on subit tous ces contraintes pénibles de mots de passe, qui est une longueur minimum de 6 ou 8 caractères, ça dépend un peu des entités. Il faut au moins un chiffre, une majuscule, un caractère spécial, et on est dans l'impossibilité de reprendre un mot de passe déjà utilisé ou une de ses variantes. On doit le changer en plus tous les 90 jours. Bref, c'est très compliqué. Ces règles-là, elles ont été établies par Bilber en 2003 au sein de l'Institut national des normes de technologie, donc la NIST, une agence fédérale américaine, et ces préconisations sont devenues la référence mondiale. Alors depuis, M. Bilber est à la retraite, il a lui-même reconnu que ce n'était pas forcément idéal. Il a été démontré qu'un mot de passe court avec une multitude de caractères était plus facile à craquer qu'un mot de passe long de plusieurs mots simples à retenir. Donc, je vais vous donner 2 exemples de mots de passe. Le premier, c'est rz@rt3. Le deuxième, ça va être « je vais faire les courses pour le repas de dimanche ». En fait, dans le premier cas, il est complexe à retenir. Dans le deuxième cas, il est facile à retenir. En revanche, la facilité à le craquer est opposée. En plus, plus vous utilisez des mots de passe compliqués, plus vous aurez tendance
à utiliser le même mot de passe partout, c'est-à-dire sur toutes vos applications au bureau, dans vos emails perso, pour vos connexions aux impôts, pour vos connexions je ne sais pas où, vous allez utiliser partout ce même mot de passe. Alors que si vous utilisez des phrases beaucoup plus longues, vous pouvez adapter facilement votre mot de passe à la situation. Donc, moi, ce que je préconise là-dessus, c'est surtout d'avoir des mots de passe très longs. C'est la longueur qui fait que le mot de passe est compliqué. Rien n'empêche d'ajouter dedans des caractères spéciaux, des majuscules et des chiffres, hein. Mais je pense que c'est un des biais qu'on a aujourd'hui. Alors, maintenant, on va attaquer toute la partie sur les biais cognitifs. Donc, le premier que je voulais évoquer avec vous, c'est le dilemme du prisonnier. Alors, et comment est-ce qu'on l'adapte un petit peu en entreprise. Donc, il a été énoncé en 1950 par Albert Tucker de l'université de Princeton. On suppose deux suspects, complices d'un crime, retenus dans des cellules séparées et qui ne peuvent pas communiquer l'un avec l'autre. L'autorité pénitentiaire offre aux deux suspects le même choix. Si un seul des deux suspects dénonce l'autre, il est remis en liberté, alors que le second obtient la peine maximale de 10 ans. Si les deux se dénoncent entre eux, ils sont condamnés à une peine plus légère, 4 ans. Et si les deux refusent de dénoncer, la peine sera minimale, 6 mois, faute d'éléments dans le dossier. Donc on est bien, là on voit bien que l'intérêt de chacun des deux suspects est de se taire. Parce que la somme, finalement, l'intérêt commun, c'est que les deux fassent le moins de prison possible. Qu'est-ce qu'on observe dans la pratique? Alors voilà, quel est le cheminement intellectuel d'un suspect? Donc, je me positionne comme un suspect et je me dis, dans le cas où l'autre suspect me dénoncerait, si je me tais, je fais 10 ans de prison, et si je le dénonce, j'en ferai que 5. Dans le cas où il ne me dénoncerait pas, si je me tais, je fais 6 mois de prison, mais si je le dénonce, je serai libre. Donc finalement, quelle que soit l'attitude de l'autre prisonnier, j'ai intérêt à le dénoncer. Et au final, comme les deux vont avoir ce raisonnement, les deux vont faire 4 ans de prison. Alors, en termes d'illustration, on peut très bien faire le parallèle dans le monde des affaires avec une guerre des prix que peuvent se livrer des concurrents afin d'augmenter leur part de marché. C'est-à-dire, je baisse mes prix de façon à gagner des parts de marché. Mais si mon concurrent en face fait la même chose, en réalité, les parts de marché vont rester équivalentes, mais on va tous les deux diminuer notre rentabilité. D'autre part, alors là l'exemple est un peu moins évident, mais quand dans une entreprise, vous avez deux personnes qui doivent coopérer sur un projet et qu'une rivalité existait entre elles auparavant, en fait, chaque utilisateur, enfin chaque salarié va voir plutôt son intérêt personnel plutôt que l'intérêt collectif. C'est-à-dire qu'au lieu de collaborer et que le projet avance bien, ils vont peut-être se mettre des bâtons dans les roues et c'est ce qui va faire baisser l'efficacité du projet. Un autre biais cognitif qui est assez fréquent, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Royal Air Force souhaitait améliorer le taux de retour de ses bombardiers partis frapper les positions allemandes. Donc, les ingénieurs ont dessiné au mur finalement un avion et ils ont noté dessus tous les impacts de balles de façon à identifier les endroits qui étaient le plus impactés pour renforcer les blindages. Donc là, sur ce schéma, on voit clairement que les endroits les plus impactés, ce sont les ailes et le fuselage. Heureusement, il y a quelqu'un qui a levé la tête et qui s'est dit, mais vous voyez, ici, on n'a aucun impact de balle. Et en fait, c'est tout à fait logique, parce que les avions qui sont touchés, soit dans les réacteurs, soit dans le cockpit, ils ne revenaient pas. Alors, l'application dans le monde de l'entreprise s'applique, à mon avis, surtout dans le milieu du marketing. C'est-à-dire qu'une enseigne subit de plein fouet l'arrivée de nouveaux acteurs et perd beaucoup de clients. Afin d'analyser les causes de cette perte, un questionnaire de satisfaction est envoyé aux clients par email. L'objectif est clairement défini, c'est-à-dire recueillir des données permettant de mieux comprendre les besoins de la clientèle et d'adapter sa stratégie. L'erreur ici est qu'on s'adresse aux clients actuels et donc à ceux qui sont encore satisfaits de l'enseigne. Ceux qui ne sont plus satisfaits se sont désinscrits de la mailing list et ne sont donc pas dans la cible du questionnaire. Et pour ceux qui ne se seraient pas encore désinscrits, il est probable qu'ils ne prendront pas le temps de répondre au questionnaire. Donc là, clairement, on fait une analyse finalement, non pas sur l'exhaustivité de l'échantillon
qu'on a à disposition, mais on a une approche qui est biaisée. Sur les autres biais cognitifs, alors ça c'est un biais cognitif qu'on retrouve pas mal chez les jeunes auditeurs, c'est ce qu'on appelle le biais d'expérience. Ça désigne la tendance à rechercher des éléments déjà rencontrés dans le passé. C'est-à-dire qu'un jeune auditeur qui a déjà perçu des anomalies dans des missions précédentes va avoir tendance à les rechercher parce qu'il les connaît. Ce biais cognitif n'apporte pas forcément des conclusions erronées, mais il empêche l'auditeur d'avoir une vision globale et ça nuit à l'exhaustivité de l'analyse. Alors, c'est d'autant plus impactant lorsqu'on prend un jeune auditeur qui change d'univers parce que la gravité d'un risque diffère d'un secteur à un autre. C'est-à-dire que le contrôle des stocks des produits finis n'a pas la même importance selon que vous travaillez chez Rolex ou selon que vous travaillez dans l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que pour le salarié, détourner une Rolex est beaucoup plus intéressant que détourner 3 paquets de gâteaux. Ce biais d'expérience, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les jeunes auditeurs à bien s'assurer qu'ils vont couvrir l'ensemble du périmètre et pas perdre du temps à rechercher des erreurs qu'ils ont déjà rencontrées par le passé. Un autre biais cognitif, c'est le biais d'appariement. Donc là, c'est un biais qui consiste à se focaliser uniquement sur les items cités dans l'énoncé. Donc, si je prends un exemple, suite à un changement de système d'information opérationnel, la direction d'un groupe observe une baisse significative du chiffre d'affaires. La direction pose la question suivante aux auditeurs: pouvez-vous me confirmer que le chiffre d'affaires est correctement calculé dans le nouveau système d'information? Donc, les auditeurs vont effectuer tous les contrôles nécessaires, donc à la fois les contrôles sur la reprise de données, les contrôles sur les traitements à l'intérieur de l'application, puis les contrôles sur la remontée du chiffre d'affaires. En admettant que tous ces contrôles ne montrent aucune anomalie, la direction n'a à sa disposition aucun élément lui expliquant pourquoi le chiffre d'affaires est en baisse. Alors, qu'une des raisons qui est probable, plausible, c'est que les utilisateurs n'ont pas été suffisamment formés à l'application. Donc l'application fonctionne bien, mais les utilisateurs ne savent pas forcément s'en servir. Et à ce moment-là, le temps qu'ils passent à réaliser une tâche augmente significativement. En fait, la question qui était pertinente là, c'était pas pouvez-vous me confirmer que le chiffre d'affaires est correctement calculé, mais c'est plutôt quelles sont les causes de la baisse de mon chiffre d'affaires. Et dans la recherche de causes, vous pouvez très bien avoir le mauvais calcul du chiffre d'affaires, mais vous avez aussi toutes les raisons exogènes à l'application qui font qu'on observe une baisse du chiffre d'affaires. Donc, c'est très, très important avant un audit, avant un contrôle, de se poser la question qu'est-ce que je cherche à contrôler réellement? C'est quoi l'objectif? Parce que la personne qui définit l'objectif ne le définit pas forcément bien. C'est-à-dire qu'entre ce que la personne veut dire, ce que la personne exprime, ce que nous on entend et ce qu'on en conclut, il peut y avoir des décalages. Et c'est plus fréquent que ce qu'il n'y paraît. Alors, un autre biais cognitif, c'est le biais d'engagement ou les fameux coûts irrécupérables. Donc, un coût irrécupérable sont des coûts qui sont déjà engagés, qui sont ni remboursables ni récupérables, et ces coûts peuvent altérer le jugement lors du choix de stopper ou de continuer un projet. Et finalement, plus on aura engagé de coûts dans un projet, plus il sera difficile de mettre un terme à ce projet, même si celui-ci est voué à l'échec. C'est un petit peu le syndrome du parieur qui pense qu'il va se refaire. Donc là, il y a 2 exemples que je vous ai mis. Le premier, c'est ce qu'en anglais on appelle the Concorde fallacy, qui fait référence à l'entêtement des gouvernements français et britanniques à poursuivre le projet du Concorde, à la fois pour des raisons politiques et de prestige, mais aussi parce que des dépenses considérables avaient été engagées, alors même qu'on savait dès 1973 que son exploitation n'était pas rentable. Alors, elle n'était pas rentable probablement dû au choc pétrolier, probablement dû au fait que certains aéroports ne voulaient pas du Concorde parce qu'il faisait trop de bruit, mais toujours est-il que dès 1973, on savait que son exploitation commerciale n'était pas rentable, et pour autant, on a continué à l'exploiter pendant plus de 20 ans. Un exemple plus récent, c'est alors les exemples que je mets là, comme ils sont dans la presse, ouais, ils sont publics. Donc le système d'information des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, donc c'est un projet qui a été lancé en 2007 et il était censé permettre de gérer à terme les dossiers administratifs de plus d'1 million d'agents du ministère. Finalement, entre 2007 et 2017, donc quand même sur 10 ans,
les coûts de mise en place ont quintuplé pour un déploiement extrêmement lent qui n'a touché au terme de cette période que 1,8% du personnel concerné. Ce logiciel était inadapté et trop coûteux, et il a été abandonné qu'en juillet 2018 à la suite de nombreuses dérives, selon la Cour des comptes, et surtout après avoir coûté plus de 400 millions d'euros. C'est-à-dire que, à mon avis, la question a dû se poser avant, peut-être autour des 200 millions d'euros, et finalement, à 200 millions d'euros, on s'est dit, bah, peut-être que si je rajoute 30 millions, ça va marcher. Finalement, c'est cet entêtement que l'on peut avoir, hein, parce qu'on a déjà engagé 200 millions d'euros et on se dit, bah, encore quelques millions. Mais finalement, plus on attend, plus on engage d'argent et le résultat reste toujours mauvais à la fin. Donc, c'est un biais que l'on peut retrouver assez facilement parce que c'est un biais qui, enfin, il est toujours difficile, pas toujours, mais il est souvent difficile de reconnaître ses erreurs, de reconnaître que l'on ne va pas y arriver. Mais en réalité, plus une erreur est détectée tôt, plus elle est facile à corriger ou plus son impact est faible. Un autre biais cognitif, c'est le biais de représentativité. Alors, on a vu tout à l'heure que la taille des échantillons dépendait de la criticité et de la périodicité d'un contrôle. Mais la question qui se pose, c'est finalement comment est-ce que je sélectionne mon échantillon de test. Alors, pour moi, il y a 3 stratégies différentes. La première, c'est une sélection au hasard. La deuxième, c'est on essaye d'avoir une sélection représentative. C'est-à-dire que par exemple, si c'est sur un processus d'achat, je vais chercher à avoir des achats de différents montants, des petits montants et des gros montants, des achats de différents types, du matériel, de la prestation, des achats qui sont réalisés par tous les acheteurs, pour tous les départements, de façon à essayer d'avoir une vision globale. Et puis, un autre mode de sélection, c'est finalement la sélection orientée, c'est-à-dire que je vais chercher en priorité les achats qui sont a priori atypiques. Donc, par exemple, toutes les commandes qui sont passées le week-end, qui sont passées le soir, enfin, on peut avoir tout un tas d'indicateurs pour avoir une sélection orientée. Alors, le premier type de sélection, la sélection au hasard, c'est finalement l'audit de grand-papa et grand-maman, c'est-à-dire c'était l'audit de 1980 où l'auditeur arrivait dans une salle et puis il prenait 3 classeurs au hasard et il n'y avait pas vraiment d'éléments pour opérer sa sélection. Les 2 autres modes de sélection, en fait, ils ne répondent pas au même objectif. C'est que finalement, quand j'ai une sélection représentative, je cherche à connaître quelle est mon exposition au risque de façon générale, alors que lorsque j'ai une sélection orientée, je recherche vraiment les transactions qui sont anormales. Donc, en fonction, si vous choisissez d'avoir une sélection représentative ou une sélection orientée, vous n'aurez pas les mêmes résultats en termes de couverture de risque. Moi, je pense que les 2 approches sont complémentaires, c'est-à-dire que l'échantillon sélectionné doit comporter à la fois des éléments représentatifs et des éléments orientés, en sachant que la sélection représentative permet d'alimenter la sélection orientée. C'est-à-dire que si je m'aperçois que j'ai des anomalies sur un certain type d'achat, à ce moment-là, ce type d'achat peut rentrer dans ma sélection orientée. Et à ce moment, on augmente finalement le nombre de critères pour détecter les transactions anormales. Donc en fait, ces 2 types de sélection sont complémentaires et à mon avis, il faut utiliser les 2. Alors, d'autres biais cognitifs que je voulais évoquer avec vous. Le premier, c'est le biais du statu quo et son opposé. Donc, le statu quo, c'est finalement quelqu'un qui est réticent au risque. C'est le fameux « on a toujours fait comme ça ». Bon. Et à l'opposé, vous avez le « c'est nouveau, alors c'est mieux ». En fait, ni l'un ni l'autre n'est une vérité, ça dépend des cas. Mais lorsqu'on suggère des changements dans une entreprise, c'est important d'avoir en tête ces réactions possibles que l'on va avoir en face. Un autre biais qui est finalement l'influence laissée par la première impression. Le fameux « la première impression est toujours la bonne ». Alors ça génère ce qu'on appelle l'effet de halo, qui consiste à rechercher et à sélectionner de l'information qui va confirmer la première impression que l'on cherche à confirmer. Et là, en fait, il y a 2 variantes là-dedans.
C'est-à-dire, soit la première impression est mauvaise, c'est-à-dire que vous pensez que cette personne n'est pas un bon professionnel, et ainsi de suite. Et donc, vous allez avoir tendance à chercher à le piéger, et ce qui fait qu'on va avoir une attitude d'acharnement. Et à contrario, quand on est avec quelqu'un de sympathique, quelqu'un d'ouvert, on ne va pas forcément avoir tendance à fouiller de façon aussi méticuleuse que ce que l'on aurait dû. Et donc là, c'est très, 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 très important de bien avoir des auditeurs qui sont objectifs et de les recadrer si besoin. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, un audit n'est pas là, il est là ni pour sanctionner, ni pour féliciter quelqu'un. Enfin, ça doit être fait de manière objective. On ne peut pas les impressions, j'ai envie de dire, n'ont pas leur place dans un audit. Le dernier biais, c'est ce qu'on appelle la loi de l'instrument. Elle peut se résumer, alors je trouve que le résumé est assez rigolo, c'est quand on ne dispose que d'un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. Alors, l'application là-dedans, c'est finalement, cette loi, elle s'applique assez bien au développement informatique parce que les développeurs vont avoir tendance à utiliser des langages qu'ils maîtrisent plutôt que des langages adaptés à la situation, mais qui vont nécessiter une phase importante d'apprentissage. C'est-à-dire que finalement, je connais ce langage informatique, il fera bien l'affaire pour résoudre mon problème. Et le risque là, c'est de ne pas utiliser le langage informatique le plus adapté. C'est quelque chose qu'on rencontre essentiellement dans les départements informatiques. Alors là, on a vu, on touche un peu à la fin de la présentation, l'idée, c'était vraiment de montrer quelles sont toutes, pas tous d'ailleurs, parce que je n'ai pas été exhaustif, hein, je pense qu'on pourrait faire une présentation beaucoup plus longue, mais finalement, quelles sont toutes les limites qui font qu'on a l'impression de bien gérer nos risques, on a l'impression que nos risques sont maîtrisés, alors qu'en réalité, on a des trous dans la raquette. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que si vous avez un directeur de l'audit interne ou un risk manager ou un contrôleur interne qui vous dit moi, je maîtrise mes risques à 100% dans ma structure, soit c'est un fou, soit c'est un menteur. C'est un peu l'idée. Et il faut tout le temps se remettre en cause, tout le temps chercher finalement quelles peuvent être les erreurs dans les raisonnements, quels peuvent être tous les biais, à la fois cognitifs, mais pas que, qui font qu'on a une impression fausse. Voilà, je suis arrivé au bout de la présentation. J'ai tenu en moins d'1 heure. Maintenant, c'est place aux questions, je pense. Merci Olivier en tout cas pour cette présentation qui était, très intéressante et puis pas mal instructif, sur un sujet de risque qui est complètement le cœur de notre club. Alors on a eu certaines questions que je vais vous poser. Alors, j'ai cherché effectivement à ne pas faire un cours. Oui. Voilà, j'ai cherché à être un petit peu original aussi, mais ceci dit, ce sont quand même des réalités auxquelles il faut faire face. L'aspect psychologique des intervenants. Alors la première question a été posée par Zineb Fetachi. Donc un risque est pris en compte par la probabilité et par son impact, mais qu'en est-il des corrélations entre les risques qui peuvent rendre un risque beaucoup plus problématique pour une entreprise? Alors, je ne suis pas bien sûr d'avoir compris la question et je ne voudrais pas répondre à côté. Vous pouvez la répéter? Je la répète. Alors donc vous expliquiez à un moment donné qu'un risque était pris en compte donc par sa probabilité et son impact. Oui. Pour autant, aujourd'hui, on peut avoir des risques qui sont corrélés, c'est-à-dire alors, si j'ai bien compris, hein, je pense qu'un risque, peut avoir un impact faible, mais corrélé avec d'autres risques, peut donc engendrer par effet domino un certain nombre de risques qui n'étaient pas ceux, originaires et donc qu'est-ce que vous en pensez de cette notion-là? Alors, je pense que pour répondre à la question, ça aurait été plus facile d'avoir un exemple. J'essaye de visualiser. En fait, c'est un risque. Alors, par exemple, on pourrait avoir un risque de fraude, j'imagine. J'ai très peu parlé de la fraude, hein, d'ailleurs. Enfin, je n'en ai pas parlé parce que ça demanderait un exposé à part entière. Mais on pourrait envisager qu'un risque de fraude génère derrière un risque d'image, un risque de réputation. C'est un peu ce qu'on a vu aussi finalement. En fait, dès qu'on a un risque opérationnel qui génère un risque de réputation, l'impact est plus important que les montants engagés. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Alors je pense que oui. On va passer peut-être à la question d'après qui va être peut-être plus claire pour vous. Cette fois-ci, c'est Clément Richet qui l'a posée. Alors ah non, c'est une remarque, hein, donc ça va être plutôt la question d'après. Donc Harry Vidulf: «Comment on évalue la criticité des risques? Évaluation quantitative ou qualitative?» J'ai envie de dire les 2. C'est-à-dire que, l'évaluation d'un risque, alors la 1re chose, c'est qu'on a tendance à couvrir les risques que l'on connaît et alors on a un exemple aujourd'hui, hein, c'est quand même le Covid. Personne ne l'avait, à mon avis, dans son périmètre et je pense que n'importe quel risk manager aurait soulevé ce risque-là il y a 18 mois, il aurait eu un succès d'estime. Donc, alors que pour autant, c'est un risque réel. Je pense que ce risque-là devait être pris en compte uniquement par l'armée. Je ne pense pas qu'il y ait une seule entreprise, une seule structure qui avait ça en tête, ou peut-être des hôpitaux. Je pense que les 2 approches sont importantes, hein, mais plutôt que de raisonner finalement en quantitatif et en qualitatif, j'ai envie de raisonner en termes d'impact. Moi, c'est vraiment là-dessus que je me focalise, en sachant que la probabilité, donc la quantité de risque augmente l'impact. Si je prends des détournements même mineurs, on peut penser même des détournements mineurs, la somme de tous les déterminants, la somme de tous les détournements fait qu'on arrive à un montant global important. Donc je pense qu'il faut, il faut pas forcément les opposer. Au contraire, il faut avoir la double approche. Merci Olivier. Alors une autre question, cette fois-ci posée par Julien F. Que pensez-vous de la théorie du signe noir de Nassim Taleb? Cette dernière vient en quelque sorte rejoindre votre analyse sur l'importance de la prise en compte de l'impact avant la fréquence. Selon vous, les entreprises et institutions françaises disposent-elles des outils de mesure pour les risques rares et difficiles à prédire? Alors je pense pas. Enfin, je pense qu'on adapte parce que ce qui se passe, c'est que quand on met en place une gestion des risques, le premier réflexe est d'aller chercher des référentiels qui sont partagés par tout le monde, donc le COSO, le COBIT, enfin tout un tas de référentiels de risques. La tendance naturelle, parce que dans ces référentiels-là, vous avez des centaines de risques, pour un peu que vous ayez plusieurs dizaines de filiales, il faut quand même traiter tous ces risques-là dans chacune des filiales, même s'il faut les adapter à vos besoins. En fait, vous avez déjà une volumétrie de risques connus à traiter qui est très importante, et le temps qui vous reste à consacrer aux risques qui sont très très peu probables, il n'est pas pertinent. Enfin, vous ne disposez pas de ce temps-là. Et en plus, vous avez quand même, en faisant ça, vous prenez le risque de passer pour un charlatan. C'est-à-dire que les risques qui n'apparaissent jamais, comme ils ne sont jamais survenus, finalement, votre interlocuteur reste incrédule par rapport au risque que vous soulevez, alors que le risque est pertinent. C'est vraiment ce qu'on voit avec le Covid. Enfin, moi, je ne l'avais pas du tout dans mon périmètre, je ne l'avais pas du tout dans mon radar. Et je pense que si le risque manager était venu me voir il y a 18 mois en me parlant d'un risque de pandémie, j'aurais dit, écoute, tu es bien gentil, mais on va se concentrer sur les risques connus et puis les risques probables. Voilà. Donc, la théorie du signe noir, j'en avais entendu parler, je ne la connais pas dans le détail, donc je ne peux pas répondre plus précisément que ça. Mais je pense qu'effectivement, les outils de mesure ne sont pas forcément adaptés, en tout cas dans les entreprises. Le meilleur endroit, à mon avis, pour la gestion des risques, où on peut aller chercher de l'information, c'est l'armée. Parce que chez eux, les risques ont tout de suite un impact très, 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 très important. Très bien, merci Olivier. Alors une autre question, toujours par Julien F. Donc il vous demande: pensez-vous que pour nos entreprises et institutions, les méthodes et outils peuvent suffire à combler un manque de formation, éducation vis-à-vis de l'incertitude? Non, je pense pas. Enfin, c'est-à-dire que la formation et l'éducation, finalement, où est la frontière entre les deux? Mais la culture de l'entreprise, la culture du contrôle, ça c'est bien. C'est-à-dire que c'est finalement ce qu'on peut acquérir au sein de l'entreprise, mais les formations théoriques ou les formations pratiques sont à mon avis indispensables. C'est pour ça que moi, dans mes équipes, je cherche toujours à avoir des combinaisons mixtes
avec à la fois des gens qui ont une méthodologie de gestion des risques. Donc, je pense quand je vais recruter finalement des auditeurs externes, et les combiner avec des professionnels. C'est vraiment la double casquette qui est importante. Merci beaucoup, Olivier. Alors, une autre question, plutôt une demande, cette fois-ci de Jean-Philippe Gouès, qui vous demande un ouvrage de référence pour approfondir le sujet. Est-ce que vous en avez? Alors, je vais donner un ouvrage de référence justement sur les thèmes que je n'ai pas traités. C'est La fraude en entreprise, je crois, de Michael Wanish. L'ouvrage date un peu, mais les bases sont là et ça permet, je pense que c'est très complémentaire finalement de la présentation que je viens de faire. Après, vous avez beaucoup de littérature accessible directement en ligne, sur le site de l'IFACI, sur plein de sites, y compris et surtout anglo-saxons, sur la culture de la gestion du risque. Voilà. Je pense que vous avez plein de choses là-dessus. J'ai donné juste cet exemple parce que finalement, la littérature, est-ce que c'est le meilleur moyen? J'en suis pas forcément convaincu. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de présentations qui sont extrêmement bien faites et c'est beaucoup plus digeste à absorber qu'un recueil théorique. Merci beaucoup, Olivier. Alors, une dernière question, cette fois-ci posée par Nicolas B. Comment un risque manager peut-il convaincre des opérationnels réticents dans sa démarche de gestion des risques? C'est une très bonne question. Alors, il y a deux niveaux de réponse là-dedans. Le premier, c'est de savoir si on peut passer au-dessus d'eux. Parce dans une entreprise, à part le PDG, on a tous un chef. Et encore, le PDG a quand même des actionnaires. Enfin bon. Donc, si la réticence est un niveau de management intermédiaire, il faut trouver le moyen de passer au-dessus. Maintenant, si c'est le top management qui est réticent, alors il reste une voie qui est de prendre contact directement avec le comité d'audit, qui est l'équivalent d'un conseil d'administration, mais pour l'audit. Maintenant, je ne le recommanderais pas parce que ça peut être dangereux. Voilà. C'est-à-dire que le retour de bâton peut être violent. Après, ce qui est un des éléments pour convaincre les gens, c'est aussi de voir quelles sont les autres entreprises qui ont fait face à ce risque. Parce qu'on peut être aveugle sur soi-même, mais on l'est beaucoup moins quand on voit ce qui se passe chez les autres. C'est-à-dire que, et je pense que c'est quelque chose qui est pas mal apparu, notamment sur les risques cyber, en cybersécurité, où finalement, au début, les entreprises n'étaient pas forcément convaincues que ce risque-là existait. Donc, je parle il y a quand même une dizaine d'années, hein, au moins. Et finalement, les exemples, maintenant, aujourd'hui, on en a tous les jours. Je pense que toutes les entreprises sont attaquées très régulièrement. Et donc, il y a 10 ans, finalement, si on avait quelqu'un qui était réticent au risque cyber, je pense que c'était intéressant d'aller chercher des exemples d'entreprises qui ont subi ce risque-là. Je pense aussi à la fraude au président, par exemple, où finalement, quand vous l'exposiez il y a quelques années dans les entreprises, on vous disait non mais les opérationnels ne sont quand même pas assez bêtes pour faire un virement suite à un simple coup de téléphone. Et puis, il y a quand même des exemples qui sont sortis dans la presse. Il y en a quand même pas mal qui sont sortis. J'ai envie de dire convaincre par l'exemple dans ce cas-là. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Olivier, on arrive à la fin des questions qui ont été posées. Donc je vous remercie pour la présentation que vous avez faite, qui était très intéressante et vous avez d'ailleurs des messages de remerciement que vous pouvez voir dans la partie conversation. Merci Je regarde bien. également à tous nos participants de nous avoir rejoints ce soir pour suivre pendant un petit peu plus d'1 heure donc cette présentation. Sachez que, très prochainement, on a un événement avec le Club Risque qui pourrait donc vous intéresser, qui s'appelle le Risque Day, qui est la journée de la gouvernance des risques dans laquelle on a un petit peu plus de 25 intervenants, entreprises, qui vont venir animer
animer donc des conférences et des ateliers tout au long de la journée. Vous pouvez y participer en présentiel, donc en venant directement dans le 7e arrondissement, ou à distance, parce que il y aura un streaming en live. Donc je vais vous mettre le lien d'inscription, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Le replay de cette conférence sera aussi disponible la semaine prochaine, donc pour ceux qui veulent revoir cette intervention, vous la retrouverez d'ici 1 à 2 semaines sur notre chaîne AEGE TV. Voilà. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Merci à vous. Bonne soirée.